on va s'intéresser à un pays qui ne propose pas de retenue à la source sur les dividendes. Et ce que j'ai adoré finalement dans la lecture de ce rapport, c'est plutôt son orientation qu'on va appeler CAB pour cash flow, acquisition, buyback. Et enfin, un point sur lequel on va revenir grâce aux petites lignes et qu'ils ne disent pas, mais qui est souligné à la fin du rapport, c'est qu'ils en ont également. Cher ami, bonjour, c'est Rémi. Dans cette vidéo, tu vas profiter de ma revue mensuelle privée d'août 2023, dans laquelle tu découvriras rapidement comment je cherche et étudie une action de A à Z. Ce genre d'étude est transmis mensuellement aux abonnés de ma newsletter mensuelle qui est gratuite. L'action étudiée mensuellement change logiquement tous les mois, donc pense à t'abonner maintenant si tu ne souhaites pas manquer celle de ce mois-ci. Attention tout de même, bien que je sois ingénieur, détenteur du certificat certifié AMF et cofondateur de nombreuses sociétés financières, ces vidéos sont à vocation pédagogique uniquement et ne représentent en rien un conseil en investissement. Elles ont au contraire pour but de vous amener à faire des choix plus justes par vous-même. Et si c'est ce que tu es venu chercher et que cela te semble juste, pense à t'abonner et à liker cette vidéo parce que cela m'aide beaucoup. Je te remercie d'avance mon ami et je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à tous, au menu de cette revue mensuelle du mois d'août 2023, l'analyse d'une entreprise qui fait des briques de luxe et un cas pratique également de lecture de rapports annuels, disons, pour la culture et parce que je le trouve particulièrement bien structuré. Mais avant cela, dénichons cette entreprise en se rappelant finalement des fondamentaux, de ce qui fonde une entreprise de qualité qui perdure sur du long terme. Et pour ce faire, 3 critères. Celui de la valorisation, achète-t-on une entreprise moins chère que ce qu'elle ne vaut, celui de la gestion, est-elle bien gérée, et également celui de l'avantage concurrentiel, a-t-elle de bonnes marges, entre autres. Pour ce faire, rendez-vous sur Value Investing Screener, et en écho à ma dernière vidéo que je vous encourage à voir, on va s'intéresser à un pays qui ne propose pas d'impôt de retenue à la source, disons plutôt sur les dividendes, qui est le Royaume-Uni, pour le citer, bien qu'il y en a de nombreux autres. Ensuite, passons dans les filtres et allons vers une entreprise qui a un bon price, tout free cash flow, donc qui réalise beaucoup de cash par rapport au prix qu'elle vaut, parce que c'est un critère essentiel pour durer, comme le souligne l'excellent livre auquel je vais me référer pour cette vidéo, Les Outsiders de William Torendick. On va également ajouter à cela le price to sell que William Higgins nous recommande d'utiliser parce que ça fonctionne, pour reprendre ses mots. Ensuite, au niveau de la croissance, on va encore une fois se focaliser sur la croissance des flux de trésorerie disponibles, des flux de trésorerie libres, donc du free cash flow. On va rechercher une entreprise qui propose une bonne marge d'exploitation d'au moins 15%. Et au niveau du bilan, on va rechercher des entreprises qui ne sont pas trop endettées, tout simplement. Et voilà, ce sera déjà pas mal pour cette recherche. Il me semble qu'avec ça, on doit trouver un certain nombre d'entreprises, telles que Anglo-Eastern Plantation, dont j'ai déjà parlé, peut-être pas sur la chaîne d'ailleurs publiquement, mais qui est très intéressante. Et également, l'entreprise Michel Mersch Bricks Holding, qui est l'entreprise du coup magnifique que nous allons analyser aujourd'hui. Côté à Londres, une entreprise qui fabrique donc des briques de luxe, comme vous pouvez d'ailleurs le voir. Vous pouvez désormais sur Value Investing Screener profiter du petit paragraphe de présentation de l'entreprise traduit en français. Vous pouvez également exporter toutes les données publiques en format Excel pour vous faciliter la vie. Et passons donc à la lecture un petit peu de ces éléments financiers. Tout d'abord, un Piotrowski score de 8 sur 9, excellent point, un Sloan ratio que je prendrai le temps de vous réexpliquer dans une autre vidéo, très bon aussi, et un VIS score que je vous invite à observer directement lors de l'activation des filtres avancés de 12 sur 13, ce qui est un très bon démarrage. Au niveau de la valorisation, les VWAP n'est pas disponible, mais le discounted free cash flow souligne que le prix semble juste. Maintenant, lorsqu'on approfondit ces critères de valorisation, notamment avec le price to sell, avec un price earning ratio inférieur à 10, un price to free cash flow aux alentours des 5, ou encore un EV to EBITDA autour des 7, ou un price to book autour des 1, ce qui souligne qu'on achète l'entreprise tout juste le prix de sa valeur comptable, on peut percevoir bien évidemment une forme de sous-évaluation, bien qu'encore une fois, la sous-évaluation est quelque chose de complexe à analyser et qui doit être défini en prenant en compte tous les critères d'une entreprise dans son ensemble, pour avoir une vision juste finalement de ce que l'entreprise vaut réellement. Une entreprise qui connaît une magnifique croissance, et ce depuis
2013, autant du point de vue de son chiffre d'affaires que de ses résultats. Des marges tout juste exceptionnelles pour une entreprise qui, je le rappelle, évolue dans le secteur des matériaux de base, de la production de briques, mais comme vous allez le voir, elle a un positionnement premium, ce qui lui permet de dégager une magnifique marge d'exploitation, une marge brute correspondant tout à fait à nos standards. Les dépenses d'investissement de capital sont importantes, mais restent tout de même modérées pour une entreprise de ce secteur. Et vous pouvez également voir que la rentabilité du capital augmente au fur et à mesure du temps, ce qui va se justifier par les choix d'allocation de capital de la direction que nous allons observer directement lors de la lecture du rapport annuel. La valeur comptable de l'entreprise ne cesse de croître, comme le souligne ce magnifique graphique, extrait notamment des travaux du docteur Svin Korling, que j'avais d'ailleurs interviewé sur la chaîne. Et vous pouvez voir qu'aujourd'hui, la valeur de l'entreprise est intéressante proportionnellement à sa valeur comptable, comme le souligne le ratio du price to book. Vous avez encore une fois une vision détaillée du bilan si cela vous intéresse ici. On peut observer la faible dette de l'entreprise, l'importance du cash de cette entreprise, notamment par rapport à sa dette, ce qui lui permet de facilement l'essuyer si besoin il y a. Le fait que la dette a vraiment été notamment écrasée sur les dernières années, ce qui est très positif. Et également un dividende présent, pas exceptionnel, mais qui est tout à fait déjà convenable pour une entreprise de ce type. Une entreprise qui est, je le souligne tout de même, vraiment une penny stocks. Elle cote à une capitalisation boursière inférieure à 100 millions. C'est donc une entreprise qui induira une forte volatilité, bien évidemment. Ce sont des investissements beaucoup plus risqués que des large caps, mais qui ont le potentiel de nous apporter un bien meilleur retour sur investissement, parce que c'est ce qui caractérise finalement ces small caps, ces micro caps qui nous intéressent de par leurs statistiques plus performantes que les large caps notamment. Il y a tout de même des initiés au bord de cette entreprise malgré sa faible capitalisation, mais également il y a tout de même des institutionnels, au bord de cette entreprise malgré sa faible capitalisation, mais il y a également une bonne proportion d'initiés, ce qui est très positif. Et ensuite, allons tout de même, ce qui est essentiel, ce que je vous encourage à faire, visualiser finalement le rapport annuel de cette entreprise pour approfondir un petit peu notre analyse et notre point de vue finalement sur cette entreprise, un point de vue que vous devez vous faire vous-même en vous efforçant de réaliser ce genre de démarche finalement lors de l'analyse personnelle de chacune de vos lignes, que je vous encourage bien évidemment à faire pour progresser et faire de meilleurs choix de manière indépendante. Donc on clique sur le lien du site web pour se retrouver directement sur le site web de l'entreprise. Et sur tout site web d'entreprise cotée en bourse, vous avez en règle générale une partie Investor Relation, donc relations investisseurs. Ici, elle se trouve ici. Et donc, si vous cliquez sur relations investisseurs, vous allez pouvoir trouver, entre autres, ici, le rapport annuel de l'entreprise. Je l'ai déjà ouvert en surlignant certains points pour faciliter la chose. Je vous encourage, si vous êtes sur mobile, à passer sur ordinateur parce que ce sera plus simple pour la lecture. Je suis désolé, c'est écrit petit, je n'y suis pour rien. Le rapport annuel commence par des points, des éléments financiers mis en valeur. Certains, je les ai surlignés, mais notamment cette forte marge sur l'année en cours et l'importance du cash finalement de cette entreprise proportionnellement à sa capitalisation boursière de mémoire autour des 80 millions. Ce qui fait un excellent ratio de 4 en matière de cash opérationnel, ce qui est juste monumental. L'entreprise, du coup, dans ce rapport annuel, il y a plusieurs choses qui vont être décryptées, comme dans tout rapport annuel. Tout d'abord, des points essentiels sur qu'est-ce que fait l'entreprise finalement, ensuite sur sa stratégie, son business model, sur sa gouvernance et sur ses éléments financiers. Cette entreprise produit donc des briques de luxe, des briques pour construire ces maisons anglaises qui ne sont pas dignes des chefs-d'œuvre d'Alvar Aalto par exemple, mais qui trouvent leurs acheteurs sur le marché anglais et qui trouvent leurs acheteurs depuis longtemps sur ce marché-là. Cette entreprise en tout cas a une réelle renommée, elle a un réel positionnement premium, en étant une des marques les plus prestigieuses dans ce domaine-là sur ce marché, ce que l'on adore parce que en tant qu'investisseur de valeur, on aime les entreprises sujettes à l'effet Veblen, qui ont de forts avantages concurrentiels, et pour ça, rien de mieux que le marché du premium, du luxe, et arriver à couvrir finalement du luxe dans un marché comme celui du Basic Materials, c'est assez rare, et c'est extrêmement positif et plaisant dans ce cas-là. Cette entreprise est majoritairement, en revanche, située au UK, bien qu'elle ait quelques implantations de plus en plus en Europe, mais cela induira bien évidemment un risque de change à prendre en compte et qui est souligné dans ce rapport annuel.
La partie des risques, on va s'y attarder dessus, c'est vraiment le point le plus important sur lequel il faut s'attarder lors de la lecture d'un rapport annuel, mais on y reviendra du coup dans un second temps. L'entreprise va détailler forcément d'une manière classique un petit peu ses valeurs clés, en l'occurrence pour celle-ci c'est IRIS, intégrité, respect, innovation, sustainability. Moi ce qui va surtout m'intéresser et ce que j'ai adoré finalement dans la lecture de ce rapport, c'est plutôt son orientation qu'on va appeler CAB pour cash flow, acquisition, buyback. Et ça c'est vraiment ce qui fonde, c'est vraiment une stratégie finalement d'allocation de capital et de management d'une boîte cotée qui fonde la croissance à long terme de la valeur intrinsèque d'une boîte, comme c'est le cas pour les 8 entreprises analysées remarquablement bien dans ce bouquin Les Outsiders de William Torandik, disponible d'ailleurs 30% moins cher chez Valeur Édition plutôt que sur Amazon, si vous voulez acheter directement chez l'éditeur. Et c'est vraiment un point essentiel que de s'orienter, que d'aller vers des entreprises dont on comprend finalement le business model, le processus d'allocation de capital et qui favorisent l'enrichissement des actionnaires que nous sommes. Et c'est donc le choix de cette boîte. En plus de son positionnement premium, du coup, elle a un vrai planning de croissance. Elle en est qu'à ses débuts, ce qui est très positif au vu de sa capitalisation boursière. Elle souligne tout de même, ce qui est important et qui va être ressouligné lors des risques, le fait que la croissance des taux d'intérêt et l'environnement inflationniste dans lequel on évolue aujourd'hui n'est pas forcément positif pour son business model parce qu'elle va y être forcément confrontée. Je reviendrai là-dessus, mais c'est un point très intéressant. C'est une entreprise qui possède du coup 7 marques différentes. À travers l'Europe et le UK, notamment, moi, ce que j'aime beaucoup dans ces chiffres financiers, on y reviendra dessus aussi, c'est vraiment la croissance de ce cash, du cash qu'elle va utiliser notamment pour des acquisitions. Et l'acquisition qu'elle a fait notamment dernièrement, c'est l'acquisition de FabSpeed Manufacturer, qui est un fabricant de préfabriqués tout simplement, un petit peu de luxe, qui est complètement cohérent vis-à-vis de le positionnement stratégique de cette entreprise de construction et qui permet de nous enrichir finalement en tant qu'actionnaire parce que ça fait croître directement la valeur intrinsèque de l'entreprise et bien évidemment les revenus de l'entreprise FabSpeed sont directement reportés derrière au bilan de l'entreprise qui en a fait l'acquisition. Et malgré cette acquisition importante, la position en cash de l'entreprise après cette acquisition, post-acquisition, restait supérieure à 10 millions, ce qui est juste monumental pour une entreprise de cette taille qui est donc flexible dans cet environnement. Elle souligne tout de même, peut-être que c'est un petit peu après, le fait qu'elle est, bien évidemment, sachant que c'est du basic materials, très susceptible à l'augmentation, par exemple, des prix de l'énergie, des prix de l'eau, etc., tout ce qui s'attrait à l'utilities. Mais elle a, de ce point de vue-là, notamment un projet de panneaux solaires pour se protéger de ça. Il va y avoir tout un gros paragraphe sur la partie ESG d'ailleurs, ce qui est assez classique de nos jours. Ça souligne aussi la forte croissance des revenus, ce qui est juste indéniable. Plus de 15% de croissance des revenus de 2021 à 2022. Plus de 15% de la croissance des profits opérationnels ajustés, donc en gros de la position en cash. Les basic earnings per share ont skyrocket, c'est très très positif. Et que dire de plus, si ce n'est que cette croissance est due à deux choses. D'une part, du coup, à cette acquisition, mais également au fait qu'ils se sont permis d'augmenter leur prix, de par l'environnement inflationniste dans lequel on évolue, mais aussi de par surtout leur position de niche dans laquelle ils vendent des briques premium. Et donc, ils peuvent les vendre 30% plus cher, ce n'est pas grave. Sachant que de leur côté, en revanche, et c'est une des faiblesses selon moi de cette entreprise, leur capacité de production n'est pas illimitée. Et d'ailleurs, si elle baisse drastiquement, ça pose problème. Et si elle augmente drastiquement, ça pose problème. Mais si elle augmente drastiquement, ils ont juste à augmenter les prix, ce qu'ils n'ont pas hésité à faire et ce qui est très positif parce qu'ils peuvent se le permettre finalement. Et comme ils le soulignent, ils ont une réelle capacité et qualité à générer du cash finalement sur du long terme avec ce business qui est très très positif. Et enfin, un point sur lequel on va revenir grâce aux petites lignes et qui est vraiment un cas d'exemple parfait d'un point de vue éducatif pour souligner l'importance de bien lire un rapport annuel. Donc le point positif, tout d'abord, c'était de voir que ils avaient souligné le fait qu'ils avaient racheté des actions d'une manière très importante pour, d'une part, le compte des employés via leur programme Employee Benefit Trust, et également que l'entreprise avait racheté ses propres actions. Mais un truc qu'ils ne disent pas, mais qui est souligné à la fin du rapport, c'est qu'ils en ont également émis. Ce qui est très important à souligner parce que, si l'entreprise rachète énormément d'actions, ça augmente mécaniquement notre part de gâteau en tant qu'actionnaire. En revanche, si on en émet de nouvelles, ça la réduit. Et donc, quelle est la proportion entre ces deux? Il faut le souligner, ce qui n'est pas souligné de suite
d'où l'importance de bien lire dans les détails ce genre de rapport. Il y a tout un paragraphe ensuite sur la partie ESG sur laquelle je ne vais pas m'attarder parce que je ne trouve pas ça très convaincant. Enfin, moi, ça ne me convainc pas en tant qu'actionnaire, le fait que... Enfin, c'est très bien qu'ils prennent cette dynamique-là, mais ça ne change rien, finalement, me concernant. On peut juste voir que, surtout que tout ça, c'est des projections et des fantasmes à 2050, je m'en fous un peu. En revanche, ce qui m'intéresse surtout, c'est le fait que, globalement, ça aille dans une tendance intéressante et qu'ils trouvent des alternatives pour, de 2021 à 2022, réduire notamment l'émission de gaz à effet de serre sur lequel il pourrait être pénalisé finalement sur la décennie à venir au vu du pays dans lequel la boîte est implantée. Ça, c'est encore une fois des points associés à la gouvernance. Ensuite, là, on attaque un tout petit peu les points associés au business model où ils détaillent le fait que ils sont surtout spécialistes de la brique pour façade. Très bien. Et ensuite, là, on repart un petit peu dans des points plus précis du business model où ça explique la tendance de développement futur de l'entreprise, le cash net qui ne fait qu'augmenter, ce qui est un point positif. Et je vais revenir surtout sur ce point associé au business model lors de la lecture des risques. Vous avez ici un point intéressant qui est la reprise des décisions principales finalement du board de cette année, notamment le fait qu'ils aient approuvé le programme de rachat d'actions, l'acquisition du coup de FabSpeed et également le dividende qui a été choisi. Hop. Et vous avez ici enfin du coup le point qui reprend un petit peu les différents risques. Vous avez tout d'abord ici du coup un petit listing des risques que je trouve pas très convaincant parce que c'est très général. En revanche ensuite ils y vont plus dans les détails en soulignant un petit peu les risques qui ont le plus d'impact, les plus gros risques, dont bien évidemment le climat économique actuel, la continuité du business, l'impact du changement climatique et de la sustainability du coup de la boîte dans ce climat-là. Et enfin, un point qui est trop peu abordé, c'est la partie client finalement de l'entreprise. Tout d'abord, par rapport au cycle économique, ce qui est repris ici. Et ici, le point que l'entreprise souligne, c'est que, bien évidemment, ils font de la brique, donc ils font de la brique neuve, donc ils sont intrinsèquement liés au fait qu'il y ait de la demande, finalement, pour de nouveaux bâtiments neufs. Et donc, dans un climat économique en crise, dans un climat économique où il n'y aurait plus de bâtiments neufs parce que, on se retrouverait avec, par exemple, une démographie décroissante ou autre, ça pourrait poser problème. En revanche, le point qui me rassure vis-à-vis de ça, c'est qu'ils ont un positionnement de luxe. Il y aura toujours des gens très riches, des gens très pauvres, parce que c'est la vie d'une économie capitaliste. Et de ce point de vue-là, je pense que des résidences un petit peu de luxe, notamment en Angleterre, fait avec ce genre de briques, ça existera toujours. Mais ça reste une interprétation et un risque qu'ils ont raison de souligner. Ensuite, un autre point qu'il souligne, c'est que s'il y a ces variations-là, ça impactera fortement le business, parce que si aujourd'hui le business arrive à maintenir des marges opérationnelles autour des 15 et des marges nettes autour des 9, si leur production réduit de moitié, c'est pas pour autant que leurs dépenses réduiront de moitié. Bien au contraire, et de ce point de vue-là, le business pourrait rapidement se trouver en difficulté. Et c'est toute la difficulté de ce genre de business d'industrie lourde qui a besoin tout de même de capitaux pour tourner lorsqu'il y a des crises économiques. Maintenant, par rapport à leur positionnement, ils sont moins à risque que d'autres industries, mais c'est tout de même un point à souligner. Et enfin, bien évidemment, leur nécessité et leur dépendance à l'énergie est un point à souligner et qui est en relation directe avec l'inflation et les changements actuels. Le point qu'ils ont eu raison de souligner et qui est selon moi trop peu abordé finalement dans ce rapport, c'est le point associé finalement à leurs clients. Ils dépendent aujourd'hui de principaux distributeurs, partenaires. Et quelles sont finalement quelles sont leurs relations, quels sont leurs contrats. Ce ne sont pas des choses que j'ai trouvées dans ce rapport-là. C'est très certainement présent ailleurs sur leur site web. Mais c'est vraiment un point à approfondir typiquement si vous souhaitez investir dans cette entreprise. Parce que c'est un point clé. Si l'entreprise perd ses partenariats, elle perd son business model. Ensuite, il y a donc l'introduction de ce qu'on appelle la partie gouvernance de l'entreprise, avec les différents acteurs du coup de la direction.
Ce que j'apprécie dans cette présentation, c'est qu'ils sont vraiment focalisés sur la perspective long terme de l'entreprise, ce qui transparaît d'ailleurs dans leurs états financiers, parce qu'ils sont plus obsédés par le cash que par le bénéfice net, ce qui est beaucoup plus intéressant parce que la position en cash n'est pas imposée contrairement au résultat net. Et ça ne me dérange pas du tout que l'entreprise écrase son résultat net en réinvestissant dans différentes choses, donc elle a assez de cash pour subvenir à ses besoins en matière notamment d'acquisition ou de rachat d'actions. Ce qui est un point qu'avaient très bien compris des gens comme Singleton, Tom Murphy ou encore Warren Buffett, bien évidemment, dès les années 70-80, ce que souligne William Torendick dans son bouquin Les Outsiders. Enfin, un point également très agréable dans ce rapport, c'est par exemple le fait qu'il nous détaille directement un petit peu l'expérience de ce pôle de direction, la structure de leur gouvernance, ce qui va les intéresser, et on revoit les points essentiels que sont l'acquisition, les discussions au sujet des dividendes, des perspectives long terme de l'entreprise et des objectifs, qui sont le premier point qu'ils vont observer, ce genre de points. Et enfin, comme dans tout rapport annuel, vous avez toute une partie aussi associée à l'audit d'un comité indépendant et extérieur qui donne son point de vue sur différents points associés à la rémunération, associés ensuite également aux finances. Et vous pouvez y trouver des points très intéressants. Et en l'occurrence, c'est assez rare pour le souligner, cette entreprise a vu notamment ses dépenses en matière d'employés réduire de l'année 2021 à l'année 2022, ce qui est notamment au départ à la retraite d'un des membres. Voilà. C'est anecdotique, mais c'est assez rare pour que ce soit souligné. Une fois qu'on a passé toute cette partie audit qui est intéressante et que je vous encourage à lire pour la culture, d'autant plus que ce rapport est vraiment agréable à lire et plutôt bien structuré. On passe à la partie du coup, éléments financiers. Tac. Voilà. Et on retrouve du coup les éléments financiers qui vous sont résumés sur Value Investing Screener, des éléments financiers intéressants à observer, et le point qu'on ne peut pas présenter dans des outils comme Value Investing Screener, qui sont toujours intéressants à observer dans les rapports annuels, c'est notamment des informations associées aux règles comptables qu'ils vont utiliser. C'est encore plus important pour des entreprises telles que les REITs, donc les REIT, qui ont des normes comptables différentes que ce genre d'entreprises qui répondent aux normes GAAP, GAAP, mais c'est un point toujours intéressant à observer, notamment par exemple sur la manière dont ils vont calculer la dépréciation de ce qu'ils peuvent acheter, ce genre de choses, au niveau de leur bilan. Enfin, la petite pépite que j'ai trouvée en analysant finalement cette dernière partie de ce rapport, et qui je trouve témoigne de l'importance de lire finalement ce genre de rapport annuel, c'est la partie share capital. Il souligne bien évidemment l'importance des actions qui ont été rachetées pour le personnel, et le fait qu'ils ont acheté 60 000 titres, que l'entreprise a buyback, du coup a racheté 60 000 titres pour son propre compte, mais l'entreprise en a également émis, du coup en 2021 au total, on a également émis du coup 270 000, sachant qu'elle en avait déjà émis plus d'1 million finalement en 2021. Et c'est assez important pour être souligné, parce que finalement, elle fait un petit peu la promotion du fait qu'elle rachète des actions, mais derrière, elle en émet, ce qui n'a pas pour effet d'enrichir les actionnaires que nous sommes. Donc ça, c'est, je trouve, un point qui est à temporiser par rapport à la réalité des choix stratégiques que fait cette entreprise. Dans tous les cas, libre à vous de faire vos choix, hein. C'était vraiment pour... je vous ai analysé cette boîte d'un point de vue purement pédagogique. Et si vous êtes intéressé par cet exercice finalement d'analyse des rapports annuels d'une manière approfondie, ce sera vraiment un des thèmes principaux de notre séminaire PLT Accelerator 2023, pour lesquels j'ai déjà fait des préinscriptions pour ceux qui étaient déjà présents l'année dernière. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien du coup en description si ça vous intéresse de recevoir les informations à ce sujet. Ça nous engage bien évidemment en rien, mais on verra entre autres ce point-là d'une manière détaillée. On verra aussi comment utiliser l'IA pour nous faciliter ce genre d'exercice d'analyse, et plein d'autres choses que je vous expliquerai plus en détail. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, il y a aujourd'hui plein de solutions pour traduire ce genre de documents en français. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire de cette vidéo. C'était un plaisir de faire cette petite revue mensuelle un petit peu plus longue que d'habitude. Portez-vous bien, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de ce type.